Merci de nous recevoir, Gaspard. Plaisir, c'est un échange de services, parce que j'étais venu vous voir il y a presque un an pour la préparation du bouquin. C'est ça, en automne de l'année dernière. Ouais. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour parler du coup un petit peu de humus, parce qu'en fait votre titre fait beaucoup écho à notre activité, et qui est vraiment centré autour du ver de terre. Et donc en fait, pourquoi avoir choisi le lombric comme fil rouge de ce roman? C'est un roman d'apprentissage autour de l'écologie, donc il me fallait une porte d'entrée. Et je trouve que le sol, le lombric, c'est venu beaucoup par hasard, d'abord parce que j'en ai vu chez moi, que je me suis renseigné, que ça m'a fait marrer. C'est un sujet complètement inexploré en plus, donc on me dit qu'il faut en profiter, il faut le saisir au bon. Mais si on veut un peu post-rationaliser, ce qui est intéressant dans le thème, c'est qu'il est assez simple et clair. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets dans l'écologie, on ne sait plus trop quoi faire. Est-ce qu'il faut avoir une vieille thermique ou une électrique neuve? Et puis si une électrique trop grande, il vaut mieux avoir une thermique. En fait, il y a des interactions, des externalités tellement fortes qu'on ne sait plus très bien quel comportement adopter pour être vertueux, entre guillemets. Même le plastique, entre le sac en plastique et le sac en tissu demande 120 fois plus d'énergie pour être produit que le sac en plastique, donc il faut utiliser 120 fois son sac en tissu, enfin bref. Alors qu'avec le sol, c'est assez simple et clair finalement. Un sol où il y a des vers de terre, des galeries, des champignons, ça, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour l'agriculteur, c'est bien pour la vie sur Terre. C'est absolument fondamental parce que c'est la couche qui fait, en fait, qui ceint la planète. Et puis, même dans l'évolution naturelle, c'est quelque chose de fondamental parce que ça transforme la mort en vie. Donc c'est bien. Et un sol qui a été tellement sali qu'il a quasiment plus de vie, qu'il devient minéral, qui s'effrite, qui part en poussière quand le tracteur passe, qui a plus ou quasiment plus de vers de terre, de vie à l'intérieur, c'est mauvais pour tout le monde. C'est plus un sol fertile, c'est un sol qui devient une sorte d'étagère sur laquelle on met des produits pour retirer des plantes. C'est quasiment du hors-sol. Et c'est le cas quand même d'un certain nombre de 60% quand on dit certaines études des sols en Europe. Et c'est comme les insectes qui disparaissent au-dessus des sols, c'est d'abord parce que la vie disparaît en dessous des sols. Voilà, donc c'est simple, quoi, c'est assez binaire. Et en fait, ça permet de se positionner sur plein de choses. Par exemple, j'ai écrit une tribune contre le glyphosate avec d'autres spécialistes des vers de terre. Des gens que j'ai rencontrés pour mon travail préparatoire, Marcel Boucher, Céline Pelosi. Parce que moi, le glyphosate, je vois bien qu'il y a le sujet est complexe sur la santé humaine, sur l'agriculture elle-même, parce que ça permet de ne pas faire de labour profond, tout ça. Et quand on prend le point de vue du sol, la question quelque part est réglée, parce qu'effectivement, ça a un tel impact sur le comportement des lombrics qu'ils n'arrivent plus à se reproduire correctement et qu'à moyen terme, ça fait dépérir le sol. Donc, je trouve que ça replace, c'est un sujet simple, un sujet fondamental, un sujet peu exploré. Et puis ensuite, ça me permettait de partir dans toutes les directions, à la fois côté de ce que vous faites vous un peu, c'est-à-dire le capitalisme, enfin en tout cas de l'industrialisation, quoi, du vermicompostage et des processus avec des devoirs grands, voire très très grands dans le cas de Méhéro, ou au contraire de quelque chose de très chtonien, de retour à la terre, voilà, très, à la fois radical, sensuel et tout ça, du côté de l'autre héros. Donc ça réservait plein de possibilités ce sujet, quoi. Il est assez vaste. Très clair. Ouais, c'est plutôt une belle introduction de ce choix du ver de terre. Je vous remercie. Et petite boutade, mais vous faites du coup partie maintenant de la lignée des écrivains qui ont eu le ver de terre comme sujet, et notamment Charles Darwin, qui a écrit un des premiers livres sur le ver de terre. Donc ça place un petit peu la barre haute. C'est jamais que le deuxième. C'est jamais que le deuxième. Mais du coup, il sera de plus en plus regardé et il restera dans mais Darwin, c'est intéressant parce que Darwin, il consacre les dernières années de sa vie à ce livre. D'ailleurs, qu'on comprend le rôle du ver de terre comme laboureur naturel de la Terre, conclut que c'est l'espèce la plus importante pour l'évolution de la vie sur Terre. N'en déplaise à Einstein. Pourquoi il n'aimait pas le ver de terre, Einstein? Il adorait sûrement le ver de terre, mais il a mis l'abeille en tant que l'espèce la plus importante. C'est trop facile, l'abeille. C'est trop mignon, il y a des pluches pour abeilles, etc. Le ver de terre, voilà, c'est plus difficile à défendre, donc c'est plus intéressant. Et quand j'écrivais ce livre, je repensais à un passage du Thétète de Platon où Thalès regarde les étoiles, le grand mathématicien philosophe, et tombe dans un trou. Et il y a une servante Thrace qui lui dit arrête un peu de regarder toute ta tête, regarde où tu mets les pieds. Et on peut dire que finalement, personne n'a écouté le conseil de la servante Thrace jusqu'à Darwin. Et que pendant 2500 ans, l'humanité a beaucoup investi de cerveau, d'intelligence, de capital humain, de ressources à comprendre le ciel.
l'ordre cosmique qui fascinait les philosophes, considérant que les désirs terrestres, c'était sale, c'était pas bien. Et le ciel, c'est quand même beaucoup d'astres morts, et puis pas forcément très utile à la vie sur Terre. Alors que ce qu'il y a sous nos pieds, au fond, on connaît assez mal, et la pédologie, la science du sol, une science récente, et le lombric, on voit qu'il peut avoir plein d'usages industriels, ce que Marcel Boucher, le spécialiste du lombric, appelle la lombric polytechnique, qui pourrait retraiter les déchets des villes, qui pourrait retraiter les eaux usées, enfin, et que c'est une technologie en fait très brillante, mise au point par l'évolution naturelle. Enfin, quelle start-up aurait l'idée de mettre des espèces de petits tubes digestifs comme ça, à raison de plusieurs tonnes dans un hectare de terre, Qui se reproduisent tout seuls, sans demander d'énergie à personne, et qui fournissent des fertilisants pour les plantes, au fond, parce qu'ils décomposent la matière morte et ils leur donnent un nutriment pour les racines des plantes. Enfin, c'est assez génial comme invention. Et finalement, on se prend la tête pour trouver des trucs très très ingénieux, très très tech, et on a sous nos pieds une technologie phénoménale qu'on pourrait exploiter bien davantage, et qu'au contraire on détruit aujourd'hui. Donc on comprend encore très mal, oui. Et en plus, voilà, alors c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, c'est quand on lit ces gens comme Marcel Boucher, il vous explique qu'il y a 5000 espèces de lombriques, on n'en connaît très bien que quelques dizaines, et que la recherche, elle est balbutiante, et puis il n'y a pas beaucoup de chercheurs sur le sujet, il n'y a pas beaucoup de géodrillologues, comme on dit. Et c'est assez intéressant aussi de voir des vrais scientifiques qui justement admettent l'étendue de leur ignorance, et du coup qui nous disent aussi, dans le doute, abstiens-toi, attention, quand on ignore beaucoup de choses, n'y allons pas avec nos gros sabots à mettre énormément de produits dans des choses que nous maîtrisons en fait encore pas bien. Ça me fait penser souvent, je commence mes discours en disant depuis des centaines de millions d'années, c'est vers de terre qui nourrit le sol, c'est le sol qui nourrit nos plantes, nous nous nourrissons. Et donc sans lui, on serait pas là, quoi. Ouais, c'est clair. Personne ne serait là sur Terre, sous Terre peut-être un peu, dans les eaux aussi, mais au-dessus, pas vraiment. Pour revenir sur le livre, vous avez récemment commenté un de nos posts à Larago, un de nos posts LinkedIn, où vous nous avez qualifié d'une belle bande de Kevin. Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, ça, une belle bande de Kevin? Kevin, c'est un des deux héros. Et Kevin, c'est lui qui, en sortant d'AgroParisTech, choisit ou se laisse porter vers la voie du capitalisme vert. Je dis ça de manière très positive, c'est-à-dire que il rentre dans le monde de l'entreprise, de la start-up. Il essaye d'abord d'avoir des fonds auprès de la BPI pour faire des petits vermicomposteurs, puis il s'aperçoit qu'en fait, un prêt à 60 000 balles, ça n'intéresse personne. C'est low-tech, c'est sale, bon, bref. Et puis donc finalement, il fait une spécialisation à HEC, il rencontre une fille qui connaît tout cet écosystème beaucoup mieux. Et il s'aperçoit que c'est plus facile de demander 10 millions que 60 000 euros parfois. Surtout quand on fait une belle histoire et que donc ils finissent par lever des fonds dans la Silicon Valley en disant Worms will save the world. Il y a quelque chose de très très ambitieux, en disant on va retraiter 20% des déchets français par an, peut-être dans le monde entier. Alors eux, leur idée, je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré de votre ligne à vous, votre ligne de vermicompostage, qui est quand même décrite assez précisément dans le livre, mais lui, son idée, c'est d'en faire des centaines, qui soient, alors j'avais un peu calculé les surfaces, sur une usine de 3 hectares, avec, je crois, 3 couches de lignes. 3 étages. Voilà, 3 étages empilés l'une sur l'autre, et tout ça faisait je sais plus combien de milliers de tonnes qui retraitaient 20% des déchets français. Il y a une loi qui va obliger à trier à part les déchets organiques, donc c'est vraiment une solution qui va devoir s'imposer à un certain nombre beaucoup de collectivités. Donc lui, voilà, et donc c'est pour ça que je dis une belle bande de Kevin, c'est que vous êtes dans l'industrialisation d'un processus. Alors que l'autre héros, Arthur, lui, il va au contraire être dans une morale de l'intention, en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être vertueux, moi? Moi, je vais faire mon hectare de prairie, et finalement, ma vertu, c'est de pouvoir me regarder dans un miroir et d'être très pur. Alors que Kevin, lui, il va pas hésiter à entrer dans l'économie de marché avec tout ce qu'elle comporte, de stratagèmes. C'est vraiment plaisant de lire ça à travers votre livre, parce que nous, avec Théo, quand on a créé donc Veragro, la start-up autour du ver de terre, on a toujours voulu évidemment créer un produit utile à l'agriculteur, à l'agriculture en général, alors d'abord français, et puis un jour j'espère européen, voire international, évidemment avec un modèle réplicable pour éviter de transporter les déchets ou alors même le produit fini à travers le monde. Mais c'est toujours dans notre tête, tous les jours, je pense, quand on prend des décisions sur notre entreprise, de rester terre à terre, sans mauvais jeu de mots, et de jamais tendre vers ce côté de la start-up un petit peu américain, un petit peu surdimensionné, un petit peu extrêmement, je dirais, surcoté, et placer le curseur entre les deux, entre on fait un produit réel avec un client, avec une quantité, et finalement quelque chose de très utile, mais finalement qui ne trouvera jamais son preneur, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on y arrive. Il faut qu'on garde les pieds sur terre, encore une fois.
et toujours s'orienter vers le client. Hein, ça fait un petit peu capitaliste ou libéral de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin de solutions. C'est pas eux de les développer. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire au sein de notre entreprise, tant à croire ou à espérer qu'on y arrive à peu près. Et ce livre aussi nous permet de nous rappeler, de ne pas dévier, parce qu'on arrive à, à lever certaines barrières, et donc ça nous guide un petit peu, je dirais, sur notre développement. Oui, mais c'est justement cet équilibre que Kevin et sa partenaire n'arrivent pas ou ne veulent pas trouver. Et je pense que c'est assez caractéristique du capitalisme contemporain, en tout cas c'est ça que j'ai voulu décrire, c'est que c'est compliqué de ne pas être extrêmement ambitieux. Vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des clients, vous êtes toujours poussé à en faire plus. C'est d'ailleurs ce qu'a perdu donc le modèle de Philippines, c'est Elizabeth Holmes. Et quand on lit l'histoire de Theranos, cette start-up qui a flambé puis qui s'est complètement écroulée aux États-Unis, qui était basée sur un vrai processus industriel, mais qui est devenu une fraude parce que justement ça allait trop vite, qu'ils ne pouvaient pas fournir, mais quand même temps ils disaient allez ça y est, il faut signer le contrat là, parce qu'on a l'argent, on a les investisseurs, on a réussi à lever le temps de capital, etc. Donc maintenant il faut absolument délivrer. Et donc elle a été prise par le temps. Et comme elle a été prise par le temps, elle a commencé à frauder, ce qui se passe aussi dans mon livre. Puisque une partie des déchets, en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont plein de problèmes techniques qui pourront sans doute être surmontés. Mais comme ils doivent prouver quelque chose, ils finissent par en brûler une certaine partie. Et quand Kevin découvre ça, il comprend qu'il a été mené dans une fraude, au fond, une fraude industrielle. Donc il sera même sacrifié à ça. Et donc, mais c'est ça pose aussi cette question-là de comment est-ce que je développe une entreprise en me fixant une limite dans un univers où les incitations sont au contraire, y compris d'ailleurs rhétoriques, sont toujours vers la démesure. Et dans Humus, il y a aussi humilité, c'est sa racine étymologique d'humilité, c'est un peu la leçon du livre. Que quand l'hubris vous gagne à un certain point, tout s'écroule. Hein. C'est un peu classique, mais c'est ce qui se passe pour les deux héros, à la fois du côté de la vertu personnelle, du côté de l'action entrepreneuriale. C'est à un moment donné, le livre décrit là, le motto de la Silicon Valley, fake it until you can make it. Et voilà, ils sont complètement dans cette logique-là où il faut absolument avancer, quitte à être un peu borderline. C'est particulièrement vrai, je trouve, dans le secteur de l'agriculture ou du vivant. Parce que moi, je caricature souvent en discutant de ces thématiques avec des amis ou avec l'univers entrepreneurial dans lequel on est. Si vous voulez développer un logiciel ou une application, vous pouvez travailler 24 heures sur 24, ça va aller plus vite que si vous travaillez 8 heures sur 24. Nous, dans l'agriculture, quand on convainc un gros potentiel client ou un gros potentiel faiseur de tester notre produit pour après le vendre ou le distribuer, quand il l'utilise, puisque nous, en plus, on est sur des stades précoces d'application en agriculture, donc c'est-à-dire au début de la croissance de la plante, eh bien, il y aura quasiment 6 mois à 1 an avant d'avoir le résultat. Vous ne pouvez pas compresser le temps. Et donc, quand on a un univers qui est fondamental, qui est important comme l'agriculture, puisqu'il nourrit les hommes et les animaux qui nourrissent les hommes, in fine, qui prend du temps, incompressible, et d'un autre côté, tout un univers de développement et de business et de finance qui a tendance à vouloir accélérer les choses. C'est compliqué, et c'est là que Théo et moi, on fait rencontrer les deux, évidemment, parce qu'on ne finance pas l'innovation sans finance, mais on n'innove pas dans l'agriculture sans patience. Et donc, c'est aujourd'hui notre défi, en plus de créer la société, de réussir à faire discuter ou joindre ces deux mondes-là. Je comprends complètement. Aujourd'hui, je discute pas mal avec des gens qui sont dans la finance régénérative pour comprendre, donc qui essayent de faire du financement de restauration des sols. Et je leur pose toujours la question, est-ce que vous êtes obligé de sacrifier les rendements du capital, pour faire quelque chose de vertueux? Ils disent, c'est pas tellement les rendements qu'on sacrifie, mais c'est le temps. Donc, on est obligé de demander aux gens plus de temps, 2 fois plus de temps. Et ça m'a fait penser à un philosophe qui s'appelle Henri Bergson et qui commençait ses cours au Collège de France, c'était à la belle époque, en plongeant un sucre dans un verre d'eau. Il disait, le sucre va se dissoudre dans le verre d'eau. On sait exactement toutes les lois physiques qui font la manière dont ça va se faire. C'est un processus assez simple. Et simplement, on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre, je sais pas combien de minutes que le sucre ait fini de se dissoudre. Il n'y a rien qui peut nous permettre d'accélérer ce processus. Et donc lui, sa conclusion, c'est que la vie comprend une certaine durée, et que cette durée n'est pas réduisible à des modèles mathématiques. Ça se passe dans la durée, et même si vous
pouvez appliquer une équation, mais la vie, elle a besoin de temps. Et ce temps-là, il n'est pas modélisable. Et en agriculture, c'est exactement ça. C'est que vous ne pouvez pas tout raccourcir sur un schéma, quoi. En plus, c'est de l'expérimentation sur le vivant, donc ça va dépendre toujours d'un sol à l'autre, d'une région à l'autre. Voilà. Et donc, effectivement, ça, j'imagine, ça, voilà ce que vous dites, mais ça introduit une tension entre ce temps nécessaire et puis le temps du capitalisme. Heureusement, elle est de plus en plus compréhensible et compris par les investisseurs qui s'orientent de plus en plus vers des modèles à impact, vers des modèles green, vers de la transition. Donc, elle est de plus en plus compris, mais on part d'un monde qui peut aller très vite, parce que la startup est née quand même globalement de la technologie, de l'informatique, de ce monde-là, où on veut financer l'innovation pour réduire l'impact de l'homme sur la planète. Donc, on rejoint un monde qui met du temps, comme tout, à se acclimater. On peut même aller plus loin, parce que j'ai reçu un message d'une lectrice suisse qui m'expliquait que dans son village, 150 habitants, ils avaient relié le tout à l'égout, une espèce d'énorme lombricomposteur, donc un grand bac où vous partez les excréments humains, avec un petit peu d'eau, mais très peu, pour que ça noie pas le truc, de l'eau juste pour l'écoulement, et que donc ça finissait en terreau, et que ce terreau était redistribué aux agriculteurs locaux. Truc parfait, sûr. Et alors, j'en tire quand même plusieurs conclusions. D'abord, la question du tout à l'égout est une vraie question, parce que Victor Hugo le décrit déjà quand il décrit les égouts de Paris, il dit on va gaspiller tout cet or noir, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Des excréments humains, la fumure humaine, et ben ça repartait chez les maraîchers de la petite ceinture, qui avait du bio-intensif, qui marchait à fond la caisse, et qui alimentait Paris quasiment en autonomie. Il y a plus d'habitants qu'aujourd'hui à Paris, au 19e siècle, 2 500 000, et tous les légumes venaient des chevaux, des hommes, et ça allait dans ces espèces de maraîchage ultra intensif. C'est pour ça qu'on dit agriculture intensive, je trouve que c'est un très mauvais mot, parce qu'en fait l'agriculture bio peut être encore beaucoup plus intensive que l'agriculture conventionnelle, et ça repartait ensuite au rail. Mais donc c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est une question politique en fait de décentralisation. Parce que pourquoi ce village suisse peut faire ça? Parce qu'il a le droit d'expérimenter localement. Il y a des gros problèmes réglementaires ou des sujets en France, d'abord, se débrancher de tout à l'égout collectif, c'est interdit. Il faut demander des autorisations, des exceptions. Deuxièmement, il y a l'ARS qui interdirait l'autorité de santé qui interdirait immédiatement ce genre de procédé, parce que c'est pareil, il peut y avoir des antibiotiques, des trucs qui passent là-dedans, que c'est pas sain, que c'est pas sûr, que c'est pas testé. Et bon, et finalement, on s'interdit une forme d'expérimentation locale qui, ça peut marcher ou pas marcher, mais en l'occurrence, les Suisses, ça a l'air de bien marcher, parce que ça fait 15 ans qu'ils le font. Ils m'ont envoyé de la documentation scientifique, de recherches qui ont été faites sur, justement, leur système, qui montre que ça a l'air tout à fait efficace. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a il y a aussi une clé de gouvernance, quoi, pour laisser fleurir les initiatives de ce type, et que l'écologie, d'ailleurs, politiquement, historiquement, a toujours été liée à la décentralisation et à l'autonomie locale. Pour revenir à notre rencontre, moi, je me souviens, en automne de l'année dernière, j'étais venu chercher à la gare de Val-de-Reuil, en Normandie, donc là où est situe notre site de production, avec ma vieille Saxo Bic, que j'ai toujours d'ailleurs, comme quoi on est un peu loin encore de Kevin de la Silicon Valley, et je me souviens aussi d'un passage du lait ou un dîner avec Thomas Pesquet, etc. Ouais. Et moi, je suis encore bûché aussi bien avec ma vieille Saxo. Et voilà, quelles étaient un peu vos attentes en venant à notre rencontre, à visiter notre site, ou est-ce que vous avez été surpris en positif, en négatif, entre ce que vous attendiez à voir et ce que vous avez vraiment vu, ce que vous avez trouvé sur place? D'abord, merci de m'avoir accueilli, puis ensuite ça a été une formidable nourriture pour le livre, parce que ça m'a permis vraiment de rentrer dans les détails techniques de l'initiative de Kevin. Alors bon, bien sûr, ensuite elle sort très vite de votre schéma à vous, parce que donc il a cette espèce d'ambition monstrueuse. Mais par exemple, le moment où les rats dévorent les vers de terre, et donc ils doivent recommencer tout le cycle, c'est clairement une idée que j'aurais pas pu avoir tout seul. J'ai eu en discutant avec vous, parce que voilà, il y a plein de détails très pratiques dont on s'aperçoit seulement quand on est sur place, la trémie, la manière dont c'est fait, la manière dont les bruits que ça fait, une espèce de petites bulles qu'on entend quand on prête l'oreille. Donc, tous ces trucs-là, ça s'invente pas, et donc de toute façon, pour tous mes livres, moi je passe beaucoup de temps à me documenter, parce que c'est ça qui nourrit l'imaginaire en fait, paradoxalement, c'est le concret de ce qui existe. Voilà.
Et après, bah, ce qui était sympa, c'est qu'effectivement, ça paraissait, enfin voilà, c'est un truc une bande de Kevin, enfin en tout cas une bande de très jeunes gens qui sortent d'école et d'ingénieurs et qui vraiment, on voit, expérimentent au quotidien, quoi, qui bricolent, si je puis dire, mais c'est très positif pour trouver la meilleure manière de faire le biostimulant, pour la meilleure manière de faire la trémie, de l'agence cérébrale, tout ça a été conçu complètement ex nihilo. Donc c'est assez réjouissant, quoi, de voir cette ébullition, puis il a fallu y penser quand même, d'ailleurs, parce que vous m'avez posé la question comment vous avez pensé au ver de terre, enfin je peux vous la retourner. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de bricoles, tout ça. Que tu vas raconter d'où ça vient cette histoire de lombric, de ver de terre, comment on a créé tout ça. Ah bah oui, avec grand plaisir. Alors c'est vrai que du coup, nous, avec Théo, on a fait une école d'ingénieur plutôt industrielle qu'une école agro. D'ailleurs, on nous dit souvent pourquoi c'est pas. On travaille beaucoup avec une école d'agronome qui s'appelle Denis Lassalle. Et souvent, on nous dit mais pourquoi c'est pas mes étudiants qui ont eu cette idée? Et on dit on sait pas. C'est peut-être justement en n'ayant pas du tout un pied dans ce milieu, on a des idées qui sont induites à une ouverture de chakra qu'on peut avoir quand on n'est pas du milieu. Et donc, en école d'ingénieur avec Théo, on était forcé, mais c'est génial, de faire un stage à l'étranger en fin de cycle d'ingénieur. Et moi, j'étais aux États-Unis, à Las Vegas, donc super stage, et Théo en Espagne, parce qu'il parlait mieux anglais que moi. Et puis, du coup, cette idée, on l'a eue en fait en rencontrant des gens comme vous, en se documentant, mais plutôt personnellement qu'à la base pour trouver un business. Et moi, j'ai fini par rencontrer un Américain qui évidemment, comme je suis français, se prend de sympathie assez vite pour moi. Dans la soirée, il me dit tu viens d'où? Donc de Normandie. Il me dit tu dois être agriculteur, parce que pour les Américains en Normandie il n'y a que des agriculteurs, ce qui était peut-être vrai quand ils ont débarqué, mais qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et donc il me dit ouais mais viens, j'ai une ferme, tu verras, tu n'as jamais vu de ferme comme celle-là. Donc il m'invite et il y a en effet une ferme, une exploitation agricole de 10 000 m² dans laquelle il y a du cannabis médical. Ouais. Et ce cannabis médical, il y a une partie en conventionnel et une partie en bio, en organique comme ils disent aux États-Unis. Et pour ensemencer, pas pour ensemencer, mais plutôt pour fertiliser, amender cette partie organique, il utilise des déjections de vers de terre. Et moi, à cette époque, je ne connais rien du tout. Je dis, mais comment tu fais pour récupérer des quantités énormes vu le nombre de pots que tu as? Est-ce que tu passes avec une petite pelle quand il pleut à récupérer les turicules qui sortent? Il me dit, mais non, dis pas de conneries, viens voir ce qui se passe. Et donc, il m'emmène dans des machines, un peu comme vous avez vu chez nous, mais qui étaient vraiment artisanales, des bidons coupés en deux dans la longueur, donc des demi-sphères, demi-cylindres, tout à fait alignés, dans lesquels il met les déchets de l'exploitation, les déchets des voisins, et puis il a mis quelques vers de terre qui se sont reproduits. Et lui, il n'a pas de système de récupération par le dessous, donc il pousse les vers du dessus, puis il récupère la matière, l'ordoir du dessous. Il met ça à 2 stades critiques dans ses plants, et ça pousse tout seul. Il me dit, ce produit est extrêmement parfait. C'est quoi une idée qui vient des États-Unis alors, au final? Alors, et après, du coup, Théo, on se revoit parce qu'on est amis d'école avant d'être associés. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit, arrête de dire des conneries, c'est pas possible. Moi, j'ai vu la même chose en Espagne. Après, tu peux prendre le relais si tu veux. Moi, j'ai vu la même chose, mais plutôt, du coup, des producteurs de lombricompost. Donc, avec la méthode classique artisanale, même le seul en mandin. Où, pareil, au détour, j'ai pu discuter avec eux, je me dis, c'est quoi? Ça, pour le coup, il y en a en France. Oui, il y en a en France, ouais. Non, le monde entier. Et, ils me disent, en mettant un coup de pelle là-dedans, je vois des paquets de lombric, je me dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je parle un petit peu espagnol, donc ça facilite un petit peu. Et pareil, il m'explique que c'est un super produit pour les cultures, qu'ils vont se faire pour les cultures à trop de rajouter, la pistache, l'horticulture, la vigne en Espagne. Et donc voilà, moi ça s'est globalement arrêté là, puis c'est bizarre, en fait, dans la même période, on a été confronté au pouvoir du ver de terre. Et on en a discuté. C'est pas très loin de héros du livre. Et quand on en a discuté, on était... Il y avait encore un petit peu d'école à faire, encore un petit peu d'alternance à finir. Une école, un peu travaillé après, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait une envie d'entreprendre, en essayant avec une toute petite brique de la mettre dans le mur de la transition écologique et du bien-être de la planète avec des milliards d'humains sur elle. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, cette idée de ver de terre est revenue sur le tapis. Et là, on a fait une grosse bibliographie sur le lombricompostage dans le monde, et on s'est aperçu qu'il y avait des tentatives de lexivia, de thé de compost oxygéné, en Inde, au Vietnam, en Iran, en Turquie, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, puis en Autriche, et un petit peu en France. Et on s'est dit, en fait, cette idée, elle n'a jamais été poussée au loin, et nous, on va la pousser au loin. Et en fait, voilà. Et après, grâce à cet univers de start-up, on a pu évoquer cette idée. Et donc, on a commencé, nous, par des prêts de 20 000 euros, je crois, le premier,
nous a vraiment lancé. À l'époque, même l'euro, on savait presque pas quoi en faire. Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de financement parce on est 16, on a rempli beaucoup d'étapes. On a besoin de financer le commercial, les autorisations dans le monde, industrialisation encore plus. Et donc, voilà comment est née cette idée de Vers de Terre. Ouais. Et Je pense que je me rappelle d'un moment de notre conversation sur le chemin du retour, sans vouloir dévoiler de secret, où tu disais, en fait, on fait ça, oui, c'est un geste pour l'écologie, mais c'est un geste un peu désespéré parce qu'au fond, c'est quasiment trop tard. Quoi. On voit que l'idée prend un mauvais chemin, mais c'est pas une raison pour ne pas bien faire les choses, même si indépendamment en fait du résultat global. Quoi. Ouais. Ça m'avait frappé ce mélange de vraie détermination, d'engagement d'une existence entière pour faire quelque chose de vertueux, tout en ayant conscience que l'impact sera probablement, possiblement en tout cas, négligeable par rapport à, disons, aux désastres en cours, parce que c'est vrai qu'on rencontre des gens qui font des trucs formidables, et puis après on voit les chiffres de commandes d'avion, on dit ouais, il y a un décalage. Le jour du jugement dernier, quelques francs, que ce soit sain ou alors juste la nature. Ouais. Je pense que, moi, je me sentirais totalement légitime d'avoir essayé à notre échelle. Je pense que. Bien sûr. Hein. Après, c'est vrai que j'ai une vision assez pessimiste de l'avenir de l'homme, de l'humanité, etc. Et je me dis, bon, voilà, moi, si la présence sur Terre peut faire un petit peu de bien plutôt que l'aggraver tout ça, et c'est plus facile de sauver le matin, disons. On a balayé le sujet de humus, du vers de terre, humus, de vers agro, peut-être finir par l'agriculture aussi, pardon, et les biostimulants, mais peut-être finir aussi avec les biodéchets, cette loi sur la 2024, et peut-être interroger donc Ludovic, qui est avec nous aujourd'hui, et qui a, je dirais, en complément de notre business, une idée autour du vers de terre, mais plutôt vers le particulier. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, là, c'est comme l'évoquait Gaspard, c'est de rendre l'objet, le geste amusant, intéressant, et c'est de ramener des verres à la maison pour justement réduire ses déchets chez soi et donc éviter de les mettre dans les rues, comme on a vu dans les grèves. Donc là, il pourrait y avoir des grèves avec beaucoup moins d'odeur dans les rues, en fait, en pratique. Et donc là, c'est le cercle tout à fait vertueux où, en fait, les déchets permettent de cultiver, de consommer chez soi. C'est on cultive, on cuisine, on composte. Voilà, avec évidemment la récupération de biostimulants, mais à la destination des particuliers aussi, qui vont pouvoir mettre dans d'autres plantes. Et le résidu des déchets qui devient du terreau, un terreau très fertile, qui leur permet aussi d'enrichir leurs plantes. Donc c'est aussi le geste. La contribution de Circle, c'est l'impact, c'est plutôt conséquence. C'est toucher tout le monde, pour que tout le monde puisse réduire une partie de ses déchets. Effectivement, c'est plutôt les préparations de repas que les restes de repas. Mais effectivement, dans les villes, ou en tout cas chez soi, on acceptera d'avoir des vers, mais probablement pas des rats. Non, c'est encore une étape. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune conséquence, aucune pollution d'odeur, de mouches ou de larves ou de nuisibles. Et donc ça marche très bien. L'idée, c'est la première cible, c'était les balcons du particulier, enfin la terrasse, mais en fait ça fonctionne aussi bien à l'intérieur grâce au concept qu'on a fait en terre cuite et le fait qu'on a de la terre et de la plantation qui absorbe l'humidité du compost, puisque dans nos déchets il y a aussi 80% d'eau. Et c'est vrai que l'incinération est un non-sens absolu, parce qu'on brûle, on évapore de l'eau. Donc c'est vraiment insensé. Donc voilà, c'est la réponse. Et du coup, tout ça, comme alors nous, on a une activité de biostimulant et de lombricompostage plutôt industriel, ou alors de points d'apport volontaire de plusieurs particuliers, d'un immeuble ou d'une école, c'est encouragé par la loi sur les biodéchets européenne d'ailleurs, qui rentre en vigueur. C'est européen. C'est européen. Tout à fait. C'est une loi européenne, effectivement, qui va encourager ça. On ne sait pas comment. Effectivement, son effet, c'est que ça sera poussé par les collectivités, donc soit par une collecte, voilà, qui, en tout cas, pour une partie des déchets, une partie des réponses intéressantes, mais aussi, on a certaines collectivités qui sont intéressées, qui vont pousser soit par la fourniture de compost individuel, ou de potager composteurs idéalement comme les nôtres, à le faire par l'individu, ce qui économise aussi tout ce qui est transport, etc., mais qui est une réponse partielle. Donc, ce sera forcément un complément. Plus simplement les boîtes, les composteurs collectifs, de quartier. Voilà, les composteurs collectifs avec des problématiques aussi de justement de ce qu'on met dans le compost pour que le compost ne tourne pas. C'est tout le problème de la collecte et du compost partagé, mais qui est aussi une partie de la réponse. Donc, la réponse, elle sera bien sûr à plusieurs étages chez soi,
partagée dans l'immeuble et de la collecte. Et Exactement. évidemment, ce que vous faites, le niveau le principal, c'est l'agriculture globale. Moi, justement, j'avais fait le lancement de mon livre à Compo 13, qui est une association de composteurs dans le square de Héloïse et Abélard du 13e arrondissement. Ils font du compostage des déchets organiques des populations environnantes. Mais justement, ça doit être assez, pour éviter que les gens mettent n'importe quoi, n'importe quand. Il y a des maîtres composteurs ou des gens qui font cette formation et qui sont dans la SOS, qui sont présents bénévolement quelques heures par semaine. Et donc, les gens ont un slot où ils peuvent venir déposer leurs déchets. Et à la fin de tout ça, ils récupèrent au bout d'un an du terreau pour mettre dans leur jardinière. Et c'est vrai que ça demande pour, je sais pas, il y avait peut-être quelques centaines de personnes, une organisation quand même assez structurée et même un volume, parce qu'on voyait le compost, il devait faire, je vais pas dire de bêtises, mais enfin, si ça fait 30, 40 mètres carrés, enfin, ça occupe quand même une grosse cabane, quoi. Et c'est vrai que si on fait ça à l'échelle de 2 millions d'habitants, ça va pas marcher. C'est pour ça que la réponse sera composée de plusieurs outils. Et ça, j'en suis convaincu. La méthanisation qui traite du déchet, c'est une très bonne chose. Les composteurs de France, dans les grandes stations de compostage qui traitent des déchets verts, tournent très bien et apportent du coup des produits pour l'agriculture en très gros volume. Les composteurs ou les lombricomposteurs, pour les particuliers, pour ceux qui ont l'envie et la possibilité de l'avoir et ont un peu la main verte, je pense que c'est une réponse idéale. Les composteurs partagés, les composteurs mécaniques, et tous ces outils qui sont en développement et qui seront poussés par cette loi quand elle sera en vigueur et je dirais un petit peu plus encouragée qu'elle est aujourd'hui en France et en Europe, sont une réponse globale où les collectivités et les habitants vont venir piocher dans ce qui leur plaise le plus. Et il faut surtout pas vouloir, à mon sens, industrialiser et massifier une seule solution, parce que ça ne marchera jamais, qu'elle soit très grosse ou très petite, mais plutôt comprendre ces administrés, à l'échelle d'une collectivité, pour pouvoir leur mettre à disposition l'outil le plus adapté. On s'est dit, Paris avait à disposition des vermicomposteurs gratuitement, et ça marche pas du tout. Non. En fait, Charles et Marie, là, qui sont les deux fondateurs, en fait, Marie qui a eu l'idée de lancer l'entreprise, et Charles qui était justement sur plutôt des solutions partagées, en fait, s'est rendu compte qu'il y aurait un impact assez limité. Parce qu'il faut avoir toute cette culture, un maître composteur et toute une formation qui est assez lourde et compliquée pour un impact finalement d'un quartier ou d'un pâté. Et que là, la solution, c'est effectivement d'offrir une solution plus massive qui va toucher bien plus le collectif. Donc pour Circle, tous les individus, en fait, les 16 millions de balcons en France. Et pour vous, tous les champs. Donc en fait, je crois que nos deux projets vont vers... Pour moi, tous les lecteurs. C'est vrai, tous les admirateurs, tous les fans de vers de terre voguent dans le même sens. Voilà. De voix lecteurs, effectivement. Voilà, lecteurs, agriculteurs et balconistes, initiés aux forces. C'est vrai qu'en fait, certaines personnes pensent que le compostage, le recompostage, c'est assez simple. On jette ses déchets et puis ça va être transformé. Alors qu'au final, non, on voit bien que ça a du mal à fonctionner, que ce soit en collectif ou des fois même en individuel. Ça reste quand même travailler avec la vie, que ce soit du compostage ou du compostage. La vie, c'est un équilibre. Et si l'équilibre n'est pas respecté, ça ne marche pas. Il n'y a pas de règle, et en plus, il n'y a pas de règle absolue et définitive. C'est-à-dire qu'on doit toujours expérimenter. Alors, faut pas décourager les gens non plus. Moi, j'ai un composteur chez moi, c'est quand même assez. À partir du moment où on respecte à peu près le tri des déchets et qu'on leur met pas des agrumes, des choses qu'ils n'aiment pas, ça marche quand même tout seul vraiment très bien. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je les rentre parce qu'ils commencent à faire froid. Mais après, ce qui est intéressant, il y a un livre d'un épistémologue qui est paru cette année qui s'appelle Le mythe de Prométhée de Luigi Pelongo. Et lui, c'est un mathématicien, et il explique vraiment quelque chose de très intéressant. Il dit, on a voulu mathématiser la biologie depuis 50 ans, et faire comme si, en fait, la vie fonctionnait sur un logiciel. Et même, c'est ce qui explique aussi toutes les manipulations génétiques qu'on a faites, en disant, voilà, il y a un message, il y a un code. Pour un informaticien, le code, il s'applique quel que soit le vecteur. C'est le code qui donne la direction, puis c'est tout. Alors que, dans la vie, le récepteur du code est tout aussi important que le code lui-même, parce qu'il va le transformer, il va l'assimiler d'une certaine manière, ça s'appelle aussi beaucoup l'épigénétique, il va rétroagir avec son code. Et donc, il en tire la conclusion qu'on ne peut pas appliquer une règle au vivant, comme on le fait pour un logiciel, et que c'est pour ça que chaque solution doit être pensée de manière très individuelle et qu'on tâtonne toujours quand on a affaire à la vie, que ce soit pour l'éducation d'un enfant, la culture de vers de terre, ou l'agriculture des chevaux, ou l'agriculture le rapport au sol, au terroir. Et donc, le truc, c'est qu'on doit on a une vision de la science qui date des années 70,
qui nous laisse penser que la science donne des règles et que les gens qui sont là à parler du terroir et de l'odeur de la terre sont des poètes. En fait, aujourd'hui, la science, elle nous dit qu'ils ont raison d'une certaine manière et que on peut pas être aussi mathématique, analytique dans son approche du vivant. Et encore faut-il aller un peu par-delà une éducation qui souvent nous a appris que tout s'industrialise, que la technique a réponse à tout, alors que les choses sont plus complexes dès qu'on introduit le vivant. Tout à fait. Ça fait penser, j'ai fait une formation avec un agriculteur qui est vraiment un expert du bio. Et donc les deux agriculteurs venaient le voir en disant, mais peux-tu nous donner ta recette? Comment tu fais marcher bien? Il faisait des TCO, c'est ça? Il dit, ouais, c'est ça. Il dit, non, il n'y a pas de recette magique. Mm. La recette, c'est vos yeux. Il faut observer ce que vous faites et c'est comme ça que ça fonctionne. Connaître votre sol. Voilà, puis voir comment reconnaître vos plantes, regarder quelle taille, quelle tronche elles font, si elles sont pas contentes, machin, etc. C'est vos yeux qui vous disent si ce qu'il faut appliquer ou pas, quoi. Moi, je commence à faire un potager. On a lu avec ma femme plein de livres qui donnent tous évidemment des consignes totalement contradictoires. C'est pareil que pour l'éducation des enfants. Tout à fait. Et donc à un moment donné, on s'aperçoit que c'est juste la pratique qui ça peut donner des inspirations évidemment, mais chacun définit sa propre règle. Ludovic, Théo, Gaspard Koenig, merci beaucoup. C'est Avec très plaisir. intéressant. Un plaisir de continuer cette discussion à un autre moment, à un autre registre, et peut-être pas enregistré.